Bonsoir à tous, bienvenue sur 2FTV. Voici les titres à la une ce soir. 5 années sont désormais exigées à tout ressortissant ivoirien contractant un mariage avec un ou une ivoirienne avant d'acquérir la nationalité. Le projet de loi a été adopté ce mercredi par le Parlement ivoirien. La Côte d'Ivoire veut promouvoir ses produits locaux à l'extérieur. Le projet est porté par le ministère du Tourisme en partenariat avec les acteurs locaux. Enfin, au Sénégal, Ousmane Sonko a été réintégré ce jeudi sur la liste électorale par le tribunal de grande instance à Dakar. L'opposant dispose désormais de 12 jours pour faire acte de candidature. Bienvenue à tous, on vous le disait dans les titres, il faudra désormais 5 ans après le mariage pour acquérir la nationalité ivoirienne pour un ressortissant étranger qui se marie à un Ivoirien ou à une Ivoirienne. Les députés ont adopté hier mercredi le projet de loi sur l'acquisition de la nationalité ivoirienne modifiant les dispositions légales en vigueur. Plusieurs mesures ont été prises afin de lutter contre la fraude sur le mariage à des fins de naturalisation. On regarde. L'acquisition de la nationalité par le mariage n'est plus systématique. Le projet de loi modificatif de la loi portant code de la nationalité, présenté ce jour par le ministre de la Justice aux députés, impose de nouvelles conditions aux conjoints étrangers pour obtenir la nationalité ivoirienne. Il s'agit pour l'essentiel de supprimer l'acquisition automatique de plein droit par le mariage de la nationalité ivoirienne par le conjoint étranger. C'est-à-dire que dorénavant, cette nationalité ivoirienne ne pourra être acquise par le conjoint étranger qu'après un délai de 5 années à compter de la célébration du mariage. Le conjoint étranger devra donc souscrire à une déclaration visant à obtenir la nationalité ivoirienne. Et ce délai probatoire de 5 ans est réduit à 3 ans en cas de présence d'enfants, d'au moins 2 enfants du couple. Le texte est adopté à l'unanimité par les députés. Pour rappel, la loi sur le code de la nationalité, instituée en 1961, a connu plusieurs modifications, notamment en 1972, en 2004 et en 2013. Une réforme du texte qui a occasionné des cas de fraude sur la nationalité avec les mariages de complaisance. Malheureusement, cette réforme législative des dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité par le mariage a conduit donc à la multiplication de la fraude en matière de nationalité sur le mariage par le biais donc des mariages de complaisance. Et donc c'est pour lutter efficacement contre cette fraude que j'ai proposé, au nom du président de la République, un projet de loi modificatif des dispositions du Code de la nationalité. Le garde des Sceaux, Sansan Kambile, rassure les députés de la volonté du gouvernement à lutter efficacement contre toute initiative de fraude sur la nationalité. Des actions sont déjà en cours à cet effet. Toujours en Côte d'Ivoire, la date de la reprise des élections sénatoriales partielles dans la région du Guémon est fixée au 23 décembre prochain. Dans un communiqué, la commission électorale indépendante a indiqué les dispositions à prendre pour ces échéances. On regarde. La commission électorale indépendante porte à la connaissance de la communauté nationale et particulièrement de l'ensemble des conseillers municipaux et des conseillers régionaux de la région du Guémon que la date pour l'élection partielle des sénateurs de la dite région est fixée au samedi 23 décembre 2023. Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures et fermeront à 17 heures à l'EPV catholique 1 et 2 à Douekoué, chef-lieu de région. La campagne électorale s'ouvrira le lundi 18 décembre 2023 à 0 heure pour s'achever le jeudi 21 décembre 2023 à minuit. La commission électorale indépendante invite, par conséquent, le vendredi 15 décembre 2023 à 10 heures précises, à son siège d'Abidjan-Cocody 2 Plateaux, les candidats retenus dont la liste définitive a été arrêtée et publiée depuis le samedi 26 août 2023 à une réunion d'information et d'échange
suivi de la remise officielle des affiches et spécimens de bulletins de vote. La carte nationale d'identité sera exigée pour le retrait de ces documents. Les représentants des candidats devront se munir, en outre, d'un mandat dûment signé. La Commission électorale indépendante rappelle, par ailleurs, aux candidats que la liste des électeurs peut être consultée sur son site internet. La Commission électorale indépendante compte sur le civisme de tous pour la bonne tenue de cette élection. Et la présidente du Sénat, Kandia Camara, a reçu ce mercredi en audience son homologue du Burundi, Emmanuel Zinzo-Agera, à la permanence du Sénat à Abidjan. Cette visite s'inscrit dans la droite ligne du renforcement de la coopération entre les deux pays et plus précisément entre les deux institutions. Les honneurs militaires pour le président du Sénat du Burundi, son Excellence Emmanuel Zinzo-Agera. Il est reçu par Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la permanence de l'institution. Les deux personnalités se retirent pour un tête-à-tête, suivi d'une séance de travail. Emmanuel Zinzo-Agera, président du Sénat du Burundi, et Kandia Camara, président du Sénat de Côte d'Ivoire, ont dit tout leur engagement à travailler au renforcement de la coopération entre leurs institutions. On a discuté pour voir comment on peut renforcer la diplomatie parlementaire. Parce que c'est vrai qu'entre les deux pays, on a des relations bilatérales, mais nous devons aussi passer à cette étape-là où, entre les deux institutions, on nous renforce mutuellement. Et là, on s'est convenu avec Madame la Présidente qu'on pourra effectivement analyser et voir comment signer un accord entre les deux institutions pour échanger, pour faire les échanges d'expériences. Nous avons évoqué la question de la mise en place de l'association des Sénats d'Afrique, que ce soit au Burundi ou en Côte d'Ivoire. Nous avons la question de l'employabilité des jeunes. Nous avons la prise en compte des préoccupations des femmes à travers des financements. Nous avons les mêmes questions d'éducation, de formation, l'entrepreneuriat. Sur ces questions-là, nous avons une totale convergence de vues, le président et moi-même. Et c'est ce que nous voulons partager au niveau continental à travers la mise en place de cette association des Sénats d'Afrique. La République du Burundi et la Côte d'Ivoire, les deux pays présentent plusieurs similitudes. Leurs économies reposent sur le secteur agricole. Une audience accordée au président du Sénat de la République du Burundi en marge des travaux de la 80e session du comité exécutif de la 45e conférence de l'Union parlementaire africaine, UPA, qui se tiennent à Abidjan. Au chapitre politique, une délégation du candidat Tidiane Thiam, candidat à la présidence du PDCI-RDA lors du congrès du 16 décembre prochain, rencontrait ce mardi les congressistes de Bassam. Il s'agissait pour les émissaires de l'ex-ministre du Plan et du Développement de vanter les atouts politiques de leur candidat. Le reportage est signé PDCI TV. Présidence du PDCI-RDA, les congressistes de Grand Bassam s'engagent à porter haut la candidature de Tidiane Thiam, investir le terrain afin d'expliquer aux congressistes du PDCI-RDA le sens du combat politique de Tidiane Thiam. Telle est la mission que l'équipe du candidat Tidiane Thiam s'est donnée à travers le pays. La team Tidiane Thiam a mis le cap le mardi 12 décembre 2023 sur Grand Bassam, au centre culturel Jean-Baptiste Moquet, afin de présenter leur candidat Titi aux congressistes de Grand Bassam. C'était dans une salle archi-comble que s'est tenue la rencontre entre les relais locaux du candidat pour la présidence du PDCI-RDA Tidiane Thiam et les congressistes de Grand Bassam. Plusieurs interventions ont meublé cette rencontre. Dr Aubry Gilbert, point focal de Grand Bassam pour le candidat Tidiane Thiam, a d'entrée de jeu souhaité la cordiale bienvenue et exprimé sa gratitude pour cette forte mobilisation. Dr Amion Dominique, chef de délégation et point focal du candidat Tidiane Thiam dans le Sud Komwe, a délivré le message du candidat. Il a présenté et vanté les mérites de leur champion Titi. Amion Dominique a appelé les congressistes à une adhésion totale afin de faire élire Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA au soir du 16 décembre 2023. Gikawe, Benjo, Thiam, le vieux Komwe, Yassé, c'est la grande famille du PDCI. Tous ceux-là ont reçu l'onction de nos pères fondateurs,
président Oufoué, Bédié jusqu'à ce jour. Donc nous, PDCI pro Tiam, PDCI pro Kikawe, PDCI pro Benjo, PDCI pro Koumoué, PDCI pro Yassé, c'est PDCI qui gagne. Il y a un seul PDCI. Et c'est ce message que nous sommes venus donner à Passam. La Côte d'Ivoire veut promouvoir durablement ses produits de fabrication locale à l'extérieur. C'est l'objectif que se fixe le gouvernement ivoirien à travers la création des nouveaux concepts dénommés marque pays. Plusieurs ministères se sont réunis à Abidjan pour statuer sur la réalisation de cet objectif. Le point dans cet élément. Améliorer la perception à l'international de la Côte d'Ivoire, promouvoir ses atouts en matière d'échanges commerciaux, d'investissement et de tourisme. C'est tout l'objectif de la création d'une marque pays pour la Côte d'Ivoire. À cet effet, plusieurs ministères se sont réunis autour du cabinet de la communication ainsi qu'une délégation d'APCO Worldwide pour une séance de travail autour de la question. Nous sommes en pleine élaboration donc, de cette marque pays. Vous remarquerez à nos côtés le ministre du Tourisme, Madame le ministre de la Culture, le ministre du Commerce, parce que nous estimons que cette marque pays doit permettre de promouvoir notre tourisme, notre culture, mais également appeler les investisseurs à venir en Côte d'Ivoire, saisir les opportunités d'investissement quand on regarde tout le pays, tous les efforts que le pays a fait pour améliorer donc son environnement des affaires. Ce projet a démarré en Côte d'Ivoire à travers des enquêtes, mais aussi à l'étranger. On poursuit ce journal. La Côte d'Ivoire a abrité le tout premier colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux les 8 et 9 décembre dernier à l'INFAS. 11 pays africains ont pris part à ce rendez-vous. Il s'agissait de réfléchir à améliorer les pratiques en matière de médecine obstétricale pour garantir des soins de qualité aux populations. Suivons. La première édition du colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux, CASIO, enregistre la participation de quelques 11 pays du continent. Placé sous le parrainage du ministre Pierre Ngundemba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire, ce colloque accueille près de 200 infirmières, infirmiers et sages-femmes. Pendant 48 heures, les participants échangeront sur de nouvelles pratiques en ce qui concerne la clinique, la recherche et l'enseignement afin d'améliorer la qualité des soins de santé. Donc ici, l'enjeu, nous savons que les infirmières et sages-femmes représentent le maillon fort de notre système de santé, en ce sens qu'ils sont installés dans toutes les régions du pays et à ce titre-là, ils réalisent des activités à tous les niveaux, contribuant ainsi à la réalisation des soins de santé primaires. Ils brassent beaucoup de données, mais ce qui manquait un peu à ce maillon-là, c'était la recherche. Et aujourd'hui, il est question d'étudier la méthodologie de la recherche pour permettre à ces infirmiers et sages-femmes qui sont dans notre système de santé de pouvoir utiliser les données qu'ils produisent chaque mois pour pouvoir observer les phénomènes de santé et puis développer des stratégies de recherche pour pouvoir améliorer nos indicateurs de santé. Nous, on y va. Nous avons remarqué que c'est vrai, les infirmiers et les sages-femmes réalisent beaucoup de choses. Ils font beaucoup de pratiques, mais cela n'est pas documenté. Cela n'est pas parfois accompagné. Et il était important de d'abord sensibiliser les infirmiers, les amener à la recherche, à la rédaction d'articles scientifiques, mais également de créer un cadre de recherche, une opportunité doctorale. Ce colloque, elle avait pour objectif principal d'allier la pratique à la recherche en sciences infirmières. Je crois que cette première édition, c'est la première pierre angulaire qui va permettre aux infirmiers et sages-femmes au niveau de continent africain de faire des études doctorales en sciences infirmières et obstétricales. Le colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux, c'est plusieurs panels, 33 communications et des centaines de participants. Les conclusions du conclave d'Abidjan sont attendues par la grande famille sanitaire du continent.
Et puis une brève dans ce journal en santé, c'est la commune d'Anyama qui a été choisie pour abriter la campagne de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement du milieu et du diagnostic environnemental ce jeudi. Le ministre de la Santé Demba Pierre a procédé à son lancement à l'esplanade de la mairie d'Anyama. On reviendra sur cette information dans nos prochaines éditions. C'est acté, l'abandon progressif des énergies fossiles a été adopté ce mercredi à Dubaï après plusieurs jours de négociations entre les 195 pays participants à la 28e conférence des parties sur le climat. C'est une avancée significative qui vient répondre aux exigences de l'accord de Paris de 2015 sur la limitation du réchauffement climatique de 1,5 Celsius. On regarde. Puisqu'il n'y a pas d'objection, c'est acté. 7h15 mercredi matin, d'un rapide coup de maillet, l'accord est adopté et ovationné. Après une nuit blanche, les délégations du monde entier rassemblées à la 28e conférence des parties sur le climat, ou COP28, se sont entendues sur une transition hors des énergies fossiles, mais pas clairement sur une sortie. Le point fut très difficile dans les négociations. Nous avons été confrontés à des réalités et nous avons mis le monde sur le bon chemin. Nous lui avons donné un plan d'action solide pour maintenir l'objectif de 1,5 degré à portée de main. Les pays producteurs, comme les pays du Golfe Persique ou la Chine, ont freiné. Mais finalement, le texte mentionne cette transition et cela reste un progrès. Pour la première fois, le tabou est tombé. Il est toujours très difficile d'être satisfait du résultat d'un compromis, mais je reconnais que c'est la première fois qu'on emploie cette expression de transition hors des énergies fossiles dans une décision qui touche au climat. Au Sénégal, c'est à la fois un gros soulagement et une énorme pression pour le Consenco après la décision ce jeudi par le tribunal de grande instance de Dakar de réintégrer le leader du PASTEF incarcéré depuis la fin juillet sur la liste électorale. Une victoire politique certes, mais qui reste à confirmer dans un délai de 12 jours dont dispose le chef de file de l'opposition sénégalaise pour déposer sa candidature. Un juge sénégalais a émis jeudi une ordonnance rétablissant le chef de l'opposition Ousmane Sonko sur les listes électorales, ouvrant ainsi la voie à sa potentielle candidature à la présidentielle l'année prochaine. Pour son avocat, Maître Bamba Cissé, cela représente une victoire tant pour le peuple que pour la justice sénégalaise. Le juge a ordonné la réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Nous remercions d'abord le peuple sénégalais, l'ensemble des patriotes au sens bien entendu large du terme, et ceux qui se sont mobilisés pour la justice, pour des élections inclusives, et également pour le respect du droit de vote. Parce qu'au-delà de tout, il s'agissait de respecter un droit de vote. Les Sénégalais veulent voter pour un candidat de leur choix et choisir librement leur président, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le juge du tribunal de grande instance de Dakar a confirmé la décision du tribunal régional de Ziguinchor datant d'octobre et annulée par la plus haute juridiction sénégalaise le mois dernier. Ousmane Sonko, au centre d'un bras de fer avec l'État depuis plus de 2 ans, a désormais jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages. Hors du continent, le Parlement britannique a adopté ce mardi un projet de loi validant l'expulsion de migrants clandestins vers le Rwanda. Ce vote intervient après une première tentative manquée en septembre dernier, au thème de laquelle les parlementaires avaient mis en doute le caractère sécurisé du Rwanda comme pays d'asile pour les migrants. Le point dans ce reportage. Le projet de loi controversé du gouvernement britannique pour expulser vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni a franchi mardi soir un premier obstacle au Parlement, accordant un répit au Premier ministre Rishi Sunak. Après 7 heures de débat, le projet de loi a été approuvé par 313 voix pour et 269 contre à la Chambre des communes. Le texte britannique vise à répondre aux objections de la Cour suprême qui a bloqué le mois dernier une précédente version du projet. Le ministre de l'Intérieur James Cleverly a assuré à l'ouverture des débats que le nouveau texte est conforme au
terme de la Convention sur les réfugiés. Le traité que j'ai signé la semaine dernière ne laisse planer aucun doute juridique sur la sécurité du Rwanda. Il fournit la base pour mettre fin au manège de contestations juridiques qui ont remis en question la volonté du Parlement et frustré cette politique, cette maison et le choix du peuple britannique. Le chef du gouvernement conservateur Rishi Sunak a réagi sur les réseaux sociaux déclarant que ce texte va permettre de faire décoller les vols vers le Rwanda et arrêter les bateaux de migrants qui traversent la Manche. Direction la République démocratique du Congo, où à quelques jours de la présidentielle du 20 décembre, le caractère défaillant des cartes d'électeurs laisse planer une incertitude quant à la crédibilité du scrutin. À quelques jours de la présidentielle en République démocratique du Congo, des milliers de personnes déplacées sont toujours sans carte d'électeur. Les plus chanceux qui ont réussi à en obtenir déplorent la qualité de ces cartes, sur lesquelles les inscriptions imprimées à l'encre thermique sont déjà illisibles. Regardez cette carte. Est-ce vraiment une carte ou juste un morceau de papier? On ne peut plus lire mon nom et mon visage s'est effacé. Regardez ça. Avant, nous avions de bonnes cartes, mais avec celle-ci, les autorités nous ont déçus. Les observateurs, eux, s'inquiètent du risque de fraude. Et en ce qui concerne les partis politiques, ces cartes défectueuses incitent certains candidats à saper la crédibilité du scrutin. Tout celui qui a déjà vu cette carte, et il a l'obligation de critiquer cette carte parce qu'elle est de très mauvaise qualité. Et c'est une manœuvre pour les régimes en place, afin de tripatouiller, afin de profiter de l'ignorance et de tricher. Parce que cette carte est de mauvaise qualité, c'est une manière de favoriser les vols, de favoriser la fraude. La commission électorale est également confrontée à des obstacles logistiques. La semaine dernière, la CENI réclamait des avions d'urgence pour acheminer le matériel dans tout le pays. La CENI fait face à plusieurs défis. Les défis lesquels, notamment l'octroi des nouvelles cartes d'électeurs, des duplicata, mais aussi il y a la problématique liée au déploiement de certains kits électoraux dans plusieurs coins et recoins de la République démocratique du Congo. Malgré le scepticisme des observateurs, la commission assure que le calendrier électoral sera bel et bien respecté. Et au Proche-Orient, Tsahal poursuit allègrement son offensive dans le sud de la bande de Gaza. Jérusalem ne démord pas dans ses objectifs d'éradiquer le Hamas malgré la pression de l'Assemblée générale de l'ONU qui a appelé mardi à un cessez-le-feu. On regarde. Les raids aériens de l'armée israélienne sur la bande de Gaza s'intensifient. Ce jeudi, très tôt dans la matinée, 19 Palestiniens ont été tués selon le ministère de la Santé du Hamas. Malgré les appels à un cessez-le-feu de la communauté internationale et en dépit des critiques venant de son allié américain, Benyamin Netanyahou ne compte pas changer de stratégie. אני רואה שם את ההתחלה של ההבנה שאנחנו נחושים להמשיך עד הסוף ולחסל את הגוף הזה. Le conflit entre Israël et le Hamas entre dans son 3e mois. Depuis le début de son offensive, l'armée israélienne annonce avoir perdu 115 soldats. Dans la bande de Gaza, sous siège total depuis le 9 octobre dernier, les conditions de vie s'aggravent pour les civils. 85% de la population gazaoui a été déplacée dans l'enclave qui compte près de 2,4 millions d'habitants. La ville de Rafah, située au sud de la bande de Gaza, est devenue un gigantesque camp de fortune. L'arrivée des pluies torrentielles et d'inondations dans les camps de déplacés ajoute encore plus de misère à la vie des civils palestiniens. Près de 18 600 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, dont une majorité de femmes et d'enfants, selon le ministère de la Santé palestinien. C'est la fin de ce journal. On a pris plaisir à vous le présenter. On vous retrouve demain pour un autre tour de l'actualité sur 2UF TV. D'ici là, portez-vous bien.